l'homme peut être l'objet de sa propre création, peut continuer à se créer lui-même tout au long de sa vie. Serge Moiti, vous avez perdu vos parents très jeunes. Vous étiez franc-maçon à 18 ans, anarchiste à 19, d'après ce que j'ai lu. Vous avez rencontré François Mitterrand à la SFIO. Vous avez été journaliste, écrivain, réalisateur, on l'a dit. Vous avez le sentiment, vous, de continuer à vous créer au fil des années, à performer, si j'ose dire, et apporter vous aussi votre contribution aux autres, sans parler du progrès technique? Je ne me pose pas ce genre de questions. D'accord, oui, des fois. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire performer. D'accord. Non, mais franchement. Ouais. Et je ne comprends pas où vous voulez en venir. Non, mais... Est-ce que l'homme peut être sa propre création? Est-ce qu'on peut se créer? Jordan et moi, là, on a du mal à comprendre. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, pour l'instant, moi, je ne sais pas comment je peux m'immiscer dans ce débat. D'accord, alors l'idée... Je vais essayer avec ma corpulence, je vais essayer de courir aussi vite que mes courtes jambes me permettent de le faire. Serge Moiti, applaudissements, s'il vous plaît. Non, sérieux, comment je peux faire? Moi, je ne peux parler que de ce que je connais moi. Eh bien, c'est ça la question. Enfin, la création. Parlez-moi de vous, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est pas que le mot m'énerve, mais il fait genre prétentieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne le suis pas. Je suis humble. Et donc, je ne sais pas. Moi, j'ai eu l'impression... je l'ai un peu évoqué ce matin, pardon pour ceux qui étaient là ce matin, dans notre sublime atelier avec de Certine, qui est maintenant, on sort plus qu'ensemble maintenant, on fait d'accord, ça y est, c'est officiel. Des plages, on fait des trucs comme ça, etc. L'été, tout ça, etc. J'ai eu l'impression que moi, si je faisais pas ça, si je racontais pas des histoires, j'étais foutu. J'allais disparaître, j'allais mourir. Donc je ne peux pas imaginer un monde sans ça. Sans raconter des histoires. C'est pas génial ce que je dis, c'est évident. C'est comme un désir frénétique de faire. Si on n'a pas ce désir frénétique de faire, quand je suis avec des copains, c'est-à-dire pas là, parce que quand même là je sais me tenir, mais disons que c'est comme un besoin pressant, la création. Vous savez, quand vous courez, quand vous demandez à quelqu'un d'un air un peu comme ça tendu, où sont les toilettes, s'il vous plaît, où sont les toilettes? Tout à l'heure, ça m'est arrivé avant d'entrer dans cette salle. Les toilettes, s'il vous plaît. On m'a dit là-bas, là-bas, là-bas. Et ben, ça, c'est la même chose pour la création. C'est-à-dire que c'est impérieux. C'est impérieux, c'est pressant. Ça ne blague pas. Et Donc il y a un côté instinctif. Ouais. C'est pas instinctif du tout. C'est vital. Vital. C'est vital. C'est capital. J'avais l'impression, moi, que je m'en sortirais jamais dans ma vie s'il n'y avait pas la création. Vous voyez? J'avais l'impression de ça. Enfin, ce que vous appelez la création. Hein, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs niveaux et tout ne se vaut pas. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, tout ne se vaut pas. C'est pas la même chose de parler de la création dans une entreprise et le poème qu'on écrit. Enfin, il ne faut pas exagérer. Enfin, sinon, tout se vaut et tout est pareil. Et puis et bien sûr que tout est pareil au regard de Dieu. Mais sinon, c'est pas complètement. Ce qu'il y a de pareil, par exemple, c'est quand j'avais l'âge de Jordan, j'ai présenté mon premier court-métrage en Italie, dans un festival. J'avais exactement son âge, et on disait un petit jeune homme bien qui nous vient de France. Bon, le film a été hué, contrairement à Jordan. Du coup, j'aime Jordan et je le hais. C'est-à-dire que je me disais, c'est affreux, voilà, je fais un premier film, des gens me eu. Après, on m'a hué souvent. Mais en tout cas, c'était affreux pour moi. J'avais mon cartable, comme ça, j'allais rentrer vers Paris, tout ça, et puis il y a un monsieur qui est venu vers moi. Un beau mec. Un grand, il devait avoir 30 ans. Il m'a dit son nom, Bernardo Bertolucci. Et il m'a dit, toi, tu dois continuer. Et tu t'en fous de ceux qui te sifflent. Tu vas continuer parce que je sais que tu es un metteur en scène. Vous voyez, je le dis, là, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai senti un grand frère. C'est la seule façon enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors que les mecs, c'était un festival genre gaucho, et moi, c'était un film des amours incertains d'un petit garçon de 11 ans dans une cité HLM dans laquelle j'habitais. Vous voyez? Bon, ça. Et je sais même pas ce que c'est, je l'ai perdu, le film. J'ai fait semblant de le perdre. Mais en tout cas, c'était ça. Et donc, je me suis acharné. J'ai continué d'insuccès en insuccès, d'approximation en approximation, et par moments en rencontres éclatantes, qui m'ont donné un tout petit peu confiance. La rencontre avec François Truffaut, par exemple, des gens comme ça, qui m'ont pris par la main, qui m'ont dit « Allez, vas-y, tourne !» Et chaque jeudi, je sortais de l'école et je lui montrais mon scénario. Il me disait « C'est de la merde, recommence la semaine prochaine, etc. » Bon, je veux dire, ça a été... C'est ce qu'Abiba nous disait quand elle disait ils ont besoin d'encouragement aussi, ils ont besoin de règles, ils ont besoin de correction, elle disait, mais aussi de soutien. Ben, évidemment. C'est ce que j'essaie de faire à mon tour.
Mais sinon, c'est impossible. Sinon, c'est impossible. Donc la création, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait que le monde n'est pas inerte. Le monde n'est pas noir. Le monde n'est pas une cour fermée de lycée. Vous savez, j'étais pensionnaire, évidemment. Et les externes sortaient, les internes restaient entre eux. Et moi, j'avais l'impression que ma vie, ce serait toujours ce monde, une salle de lycée, enfin une cour de lycée sinistre. Paris, moi je viens de Tunis, soleil, tout ça, un truc fermé comme ça. Et les externes sortaient joyeux. On voyait d'ailleurs au loin les maisons où ils étaient avec leurs parents. Au-delà du parc, c'était au lycée Michelet, très bel endroit d'ailleurs. On voyait là-bas les lumières s'allumer l'hiver, vous savez. Et nous on restait là comme ça. Avec nos maigres trucs, on était là comme ça, sinistres. Et j'avais l'impression que ma vie, ça serait ça tout le temps. La création, c'est la seule façon de sortir de ça, de casser ça. Mais donc la création, vous êtes d'accord, ça améliore l'humain, ça fait, c'est quand même, elle est positive cette création, forcément. Ben, c'est ce que j'essaye de vous dire insidieusement. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Peut-être n'ai-je pas été assez clair, mais il y a là quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est Merci de me flatter. Sans ça, non. Sans ça, je serais pas le plaisir d'être avec vous. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr que c'est la seule façon de lutter contre la fatalité des choses, contre le noir des choses, contre l'opacité du monde. Vraiment, créer, c'est ça. C'est créer, c'est écrire dans du noir, me disait un poète que j'avais filmé quand j'étais petit. C'est creuser dans du noir. On ne sait pas où on va. Je ne sais pas quelle est la fin de la phrase que je vais faire. Je commence à tourner un plan. Je ne sais pas comment il va se terminer ce plan. J'écris en ce moment 2 romans à la fois. Je ne sais pas où je vais. On me dit, mais c'est quoi tes trucs? Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas. Et ce je ne sais pas est le comble de la création. Ceux qui vous disent je sais ce que je fais ne sont pas des créateurs. Mais vraiment, je veux dire, c'est. Donc c'est l'éloge du doute, la création. Comment? C'est l'éloge du doute permanent. C'est l'exercice du doute, c'est pas l'éloge, c'est l'exercice, c'est ça, c'est... Merci. Non, mais... Hein? Quoi? Pourquoi bravo? J'ai pas compris. Mais... non, voilà... Continuez, Serge. Non, mais sur quoi? Sur vous. Mais je suis intarissable. Mais je sais. Ce que je vous propose, c'est de diviser notre journée en 3 temps. Là, je parle pendant 1 heure encore, ensuite quelques questions de la salle, ensuite nous reprendrons, et ensuite vers minuit, nous ferons une des projections de mes films. Ça arrivera par le cinéma de minuit. Ce monde qu'ils nous ont décrit quand même, qui est en train d'évoluer, ce que nous disait... J'ai pas d'idée générale. Philippe de Sartine. Mais peut-être particulière, justement. Vous avez peut-être une idée, effectivement, comment vous le vivez, cette transformation, cette évolution, et en particulier numérique. Ça peut être des outils amusants pour un créateur de s'amuser avec ça. On fait pas, c'est pas mon truc. Non, vraiment, j'ai l'âge de Jordan, je suis donc trop jeune et trop vieux, quoi. C'est ça. Non, franchement, je suis incapable de répondre. Moi, le drame dans ma vie, c'est que comme je suis dans l'empathie, j'étais d'accord avec lui, qui disaient des choses diamétralement opposées. Donc je suis... Alors ça m'arrive souvent... Vous voulez pas trancher, quoi. Non, et ça m'arrive souvent sur les plateaux de télé. Je reçois des gens d'opinions politiques totalement différentes et je fais... Vous voyez, et les mecs se croient que je me fous pas de choix. Ou que je suis militant de leur parti. C'est ça. Alors, je fais ça. Tout à l'heure, je parlais avec des gens là au déjeuner qui n'étaient pas vraiment de mon bord. Oui. Et j'étais comme ça. Et parce que je les trouvais très sympathiques. Donc je suis d'accord. Et j'aime beaucoup les idées des autres parce que je suis incapable. Dessertine et mon copain Raphaël, ils m'ont fait plonger au contraire dans tout mon vide sidéral au fond de moi. Mais non, mais c'est ça le truc. C'est quand vous entendez des gens aussi brillants, aussi cultivés, aussi forts, enfin bon, chacun dans leur genre, hein, attention. Mais non, je ne fais pas le malin, c'est vrai. Le fraîche que je n'y arriverai pas. Je suis incapable d'avoir une idée générale. Parce que comme je n'ai pas ouvert un livre de philo de ma vie, comme je n'ai pas ouvert un livre d'économie de ma vie, je ne sais rien de tout ça. Donc je bois les autres. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et je suis d'accord. Alors je reviens sur la construction de vous-même. Mais ne me persécutez pas, s'il vous plaît. Si, je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner. Est-ce que les rencontres, justement, que vous faites, est-ce que c'est pas ça qui vous construit et qui vous aide à créer au quotidien, qui vous donne des idées, qui vous donne l'envie d'avancer? Oui, mais enfin, ce serait un film pathétique sur moi qui sortirait de cette rencontre. Allez, je vais tenter ma chance. Non, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est formidable, quoi. Je suis heureux d'être là, mais vraiment, ça me plonge dans une profonde mélancolie sur mes manques et sur mon vide. Ça, bon. En tout cas, vous avez fait partager ce manque.
C'est bien parce que Serge Moiti, il connaît en général l'angoisse des gens qui animent des débats pour trouver toujours des rebonds, etc. Il a fait que ça toute sa vie. Donc merci de ton aide, Serge. Magnifique. Merci. Pascal Bruckner, je me retourne vers vous parce que je vais essayer de trouver un espoir dans cette discussion. Hein, je vais essayer de trouver peut-être quelqu'un qui va m'aider un petit peu. Hein. Après, j'ai Abiba aussi comme roue de secours, si j'ose dire. Pardon, Abiba. Ah, c'est élégant. C'est élégant, hein. Bravo. Voilà. Merci. Non, sérieusement, on sent bien dans le débat que, encore une fois, on a compris, on vit une époque particulière. La création, ça reste un moteur d'évolution. Vous voyagez beaucoup, peut-être davantage que beaucoup de gens. Vous enseignez aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire sur ces perceptions une différence entre effectivement la façon de penser et d'agir anglo-saxon et puis la façon d'agir dans le, entre guillemets, dit le vieux continent ou pas? Ben oui, il y a une différence entre la France et les États-Unis, mais d'abord sur l'idée qu'on vit une époque exceptionnelle. Toutes les époques se sont crues exceptionnelles. Donc déjà, ça nous ramène un peu à notre présent. Nous ne sommes pas plus exceptionnels que les hommes de la Révolution française, que les hommes du 19e, que les gens qui étaient présents à la Libération. Par conséquent, il faut aussi avoir une certaine modestie historique et ne pas croire que tout d'un coup, nous allons démoder par quelques instruments technologiques l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Donc il y a une tradition de la rupture, mais qui est une tradition, c'est-à-dire qu'en croyant rompre avec les vieux, ou nos parents, ou nos ancêtres, en réalité, nous sommes profondément fidèles à leur message, puisque eux-mêmes, lorsqu'ils étaient jeunes, ont fait la même chose. Et il y a quand même quelque chose d'assez stupéfiant dans l'éducation, et dans la révolte que l'on peut avoir quand on est adolescent. Quand on est adolescent, on veut rompre avec ses parents. On dit jamais je ne serai comme eux, je ne veux leur ressembler en rien. Ce sont des gens dont tout m'éloigne. Et puis on vieillit, on prend 20 ans ou 30 ans de plus, et on s'aperçoit que nos gestes reproduisent les leurs, qu'on a les mêmes expressions avec nos enfants comme ils avaient avec nous. Et que donc en croyant créer quelque chose de nouveau, en réalité nous reproduisons. Et qu'il y a une fidélité à travers cette pseudo-révolte que nous avons nourrie contre eux. Et à partir du moment où on se rend compte de cela, on est évidemment beaucoup plus humble, parce qu'on se dit, il y a une continuité dans l'espèce humaine, et notamment dans les histoires familiales, qui est peut-être douloureuse à vivre, mais qui est aussi salutaire, sans quoi l'humanité s'effondrerait sans aucune mémoire de son passé. Maintenant, puisqu'on parle du passé, c'est vrai que le monde anglo-saxon, et surtout les États-Unis, n'a pas le même rapport à ses traditions et à l'histoire que nous. La France est marquée par une sorte de relation douloureuse à sa mémoire. Elle voit son histoire comme une suite de crimes sanglants dont elle s'est rendue coupable, l'esclavage, l'impérialisme, le colonialisme, la collaboration. Et tous ces épisodes ont créé dans la mentalité des Français une certaine défiance vis-à-vis d'eux-mêmes. Et dans les 20 dernières années que nous venons de vivre, cette défiance s'est exprimée de 1000 manières plus caricaturales les unes que les autres. Et depuis que j'écris, depuis que j'ai publié Le sanglot de l'homme blanc en 1983, je n'ai cessé de dire « Nous n'avons pas à payer pour les fautes de nos pères. Chaque génération repart sur de nouvelles bases. Et par conséquent, nous ne pouvons pas assumer indéfiniment le fardeau des erreurs antérieures. » Et quand on voit la situation de la France et quand on voit les États-Unis, c'est assez frappant parce que il y a quelques années, j'ai rencontré dans l'Oregon un franco-algérien, un jeune homme de 20 ans qui travaillait dans une cafétéria. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu? Pourquoi tu n'es pas resté en France? Et il m'a dit une chose très simple, il dit, en Amérique, je n'ai pas de passé, je n'ai pas de visage, je suis simplement un prénom. Et sur ce prénom, on me fait confiance sur ce que je peux faire, sur ce que je peux devenir. On ne m'a pas rangé dans une étiquette comme en France. Et ça m'a évidemment beaucoup marqué. Et alors pourquoi? Parce que les Américains ont un autre rapport au temps que le nôtre. Nous sommes en quelque sorte inhibés par le passé. Chaque fois que nous faisons un pas en avant, on nous dit « Oui, mais souvenez-vous,
attendez, vous ne pouvez pas quand même parler comme ça. Vous avez une histoire qui est douloureuse et qui vous entraîne en arrière. Les États-Unis, dans leur histoire, ont commis des crimes abominables, tout comme nous, mais ils ont une capacité assez extraordinaire à chaque génération d'effacer le passif, d'apurer. Donc quelque part, ils sont plus jeunes, entre guillemets Et donc, ils se rajeunissent à chaque génération. Les immigrants qui arrivent aux États-Unis ne charrient pas avec eux la mémoire des crimes américains. Ils arrivent avec l'espérance d'une vie meilleure. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé. J'ai été professeur à San Diego et un de mes étudiants mexicains d'origine m'a demandé de venir à la cérémonie de nationalité. Donc c'était dans un grand stade où il y avait 2000 personnes issues du Salvador, du Nicaragua, du Brésil, et ils ont prêté allégeance à la Constitution américaine. Et j'ai vu la force de l'Amérique, et c'est une force que je jalouse en tant que Français, j'ai vu que les États-Unis, c'était une lessiveuse. Vous prenez des gens de toutes les nationalités, des Irakiens, des Iraniens, des Chinois, des Japonais, des Salvadoriens, des Sud-Américains, vous leur faites prêter serment sur la Constitution, et tout d'un coup, ils sont embarqués pour une vie nouvelle. Ils deviennent américains. Ils deviennent américains, même s'ils continuent à parler chinois, japonais, espagnol ou autre. Et cette recréation d'un homme nouveau par la magie d'une nation qui repose avant tout sur la foi, non seulement la foi en Dieu, mais sur la foi en elle-même, c'est évidemment ce qui m'étonne et me chagrine à chaque fois que je vais aux États-Unis, parce que je me dis, pourquoi, diable, ne sommes-nous pas comme ça en France? Probablement ne pourrons-nous jamais le devenir. Mais effectivement, si nous voulons créer et être un peuple de créateurs, bon, on pourra se demander tout à l'heure si nous sommes tous des créateurs. Tous les gens ne sont pas faits pour créer. C'est déjà difficile de créer sa propre vie. Si en plus il faut créer autre chose en plus, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais cette espèce de confiance instantanée que les Américains ont en eux-mêmes et qui s'incarne dans leur patriotisme. Aux États-Unis, le drapeau est sur toutes les maisons et la fête nationale n'est pas simplement l'occasion d'un défilé, c'est une manière de réaffirmer les valeurs auxquelles on croit. Et c'est en cela qu'évidemment, l'Amérique est tout entière tendue vers le futur, ou plutôt vers l'avenir, parce que nous, en France, nous avons un futur, mais nous ne sommes pas certains d'avoir un avenir. Quand les Français se projettent dans toutes les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français sont éminemment pessimistes et se classent, je crois, au 70e rang des nations les moins favorisées. Ils sont plus pessimistes que les Afghans, je crois. Ouais. Oui, voilà, l'Afghanistan, le Venezuela et d'autres pays qui ne sont pas non plus dans une forme éblouissante. Et donc, pour qu'il y ait création, pour qu'il y ait sentiment de bien-être de la jeunesse, il faut évidemment que nous léguions à nos enfants quelque chose qui ressemble à une certaine fierté d'être eux-mêmes. Nous n'avons pas cette fierté. Alors peut-être que la France, en tout cas c'est mon diagnostic aujourd'hui, que la France est en train de sortir d'une très longue période de doute et de désespoir qui a marqué les 20 ou 30 dernières années, et que sous les effets conjugués de la mondialisation, de l'expatriation d'une partie de notre jeunesse, qui est une excellente chose, parce que ces jeunes gens s'en vont, mais ils reviennent avec de nouvelles idées, de nouvelles coutumes, de nouvelles manières de vouloir bousculer nos routines. Peut-être que nous sommes en train tout doucement de sortir de cela. Mais voilà, mais pour créer, il faut d'abord croire en soi. Or, pour l'instant, nous vivons dans un pays qui ne croit plus en lui-même. Et tant que cette perte de la croyance continuera, malheureusement, nous serons dans les douleurs.